Ouais, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette table ronde qui est sur le transport longue distance. Avant d'arriver sur le sujet, je vais faire une brève introduction, une prise de contexte. Ça va être un peu des évidences, hein, mais donc on a d'un côté des paquets réglementaires tels que Fit for 55 qui imposent un objectif de réduction des émissions de 90% d'ici 2030 par rapport à 1990, ce qui signifie qu'on a 5 ans pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55%. Or, les mobilités représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France, dont 90% sont d'origine routière. Les mobilités routières sont donc un levier majeur pour répondre à l'objectif de décarbonation. De l'autre côté, on a le transport longue distance, qui nécessite puissance, autonomie, flexibilité, durabilité, viabilité économique, garantie d'approvisionnement, qui sont des besoins assez importants. Et donc, entre ces besoins et les objectifs, on a une problématique de taille. On évoque souvent le B100, le GNL, le HVO, le BioGNV, qui apparaissent comme des solutions court terme. Mais sur le long terme, on a l'électromobilité qui apparaît avec la batterie, la pile à combustible, la route électrifiée. L'objectif de cette table ronde, c'est de savoir où est-ce qu'on en est sur ces énergies, de faire un panorama assez rapide et d'avoir plusieurs retours d'expérience. Pour y répondre, on a 4 personnes devant nous. Bernard Jacob, qui est fortement impliqué dans les travaux sur la route électrifiée et qui a co-animé des groupes de travail pour le compte du ministère de l'économie, après un certain nombre de travaux. Je ne vais pas tous les citer. Écologie, pardon. Ensuite, on a Jean-Christian Beaumont, qui est depuis 4 ans le directeur général d'Impulsion, une société spécialisée dans l'hydrogène. Il en présentera plus tout à l'heure. Ensuite, on a Nicolas Moroval, qui est chef du département Transition écologique, innovation et développement pour APRR. Et enfin, on a Denis Bertin, qui est directeur général chargé du développement pour Jackie Pernaut. Après toute une carrière dans les transports. Première question pour Denis Bertin. Quelles sont les spécificités et les contraintes associées au transport longue distance? Comment est vue la transition énergétique par la filière transport? Bonjour à tous, donc Denis Bertin, en charge du développement du groupe Jackie Pernaut. Rapidement, Jackie Pernaut, c'est 10 000 collaborateurs, c'est un peu plus de 6 000 camions, 150 agences en Europe et des métiers qui vont de la livraison à domicile, c'est-à-dire avec des petits VL, jusque de la très longue distance et le transport exceptionnel avec des véhicules qui vont avoisiner les 40 ou 50 tonnes de transport. Pour ma part, donc rapidement, j'ai fait toute ma carrière dans le transport depuis à peu près 40 ans. Et donc depuis 40 ans, je vis avec des véhicules poids lourds, principalement diesel, en tout cas jusqu'à 2010 et 2010-2012. Et j'accompagne le groupe Jackie Pernaut depuis 2012 d'ailleurs, pour à la fois son développement et à la fois sa transition énergétique, qui est importante en tout cas pour l'image des transporteurs et en tous les cas pour le besoin de nos différents chargeurs. Si je fais un parcours très rapide des différentes solutions qui existent et j'atterrirai effectivement sur le sujet du jour qui est la longue distance ou la très longue distance. Je vous l'ai dit, on a de différentes activités. Des premières activités de très courte distance, de distribution intramuros, de livraison à domicile. Donc là, on a des tout petits véhicules où globalement, la transition énergétique est assez facile, et notamment avec l'électrique. Aujourd'hui, on a pas mal œuvré sur le GNV, mais aujourd'hui avec l'électrique, tout simplement parce que à la fois en termes de coût de revient, de TCO et en termes de kilométrage utilisé, on arrive à faire le joint. Deuxième grande activité de l'entreprise, c'est l'activité de distribution régionale. Donc on a des clients grands distributeurs principalement, pour lesquels on alimente tous les jours des magasins, jour, nuit, avec des quantités quand même relativement importantes. Donc on rentre dans le poids lourd, c'est des quantités supérieures à 8, 10 tonnes ou 15 tonnes, donc on a besoin de gros véhicules. Sur ces activités-là, on est plutôt sur de la moyenne distance parce que les zones logistiques et la barycenterie des entrepôts amènent à des rayons plutôt de l'ordre de 200 ou 250 km. Tout ce qui peut se traiter en principalement GNV aujourd'hui, bio-GNV, se traite en bio-GNV dans nos activités de distribution intramuros. C'est principalement dans les grandes agglomérations pour lesquelles
on a une poussée assez forte, notamment au travers des ZFE. Et puis ensuite, j'ai une activité longue distance, voire même très longue distance à l'international, où là, on a différentes solutions qui sont exploitées. Historiquement, effectivement, le gasoil traditionnel, qui représente encore aujourd'hui à peu près 80% de la flotte de l'entreprise, hein, donc vous l'avez compris, hein, sur 6000 véhicules. Et puis, depuis 2012, nous avons développé une première filière de transition énergétique au travers du bio-GNV, tout simplement parce que c'était à l'époque les outils les plus adaptés en termes de puissance, en termes de capacité de réservoir et donc de capacité de parcours entre deux pleins de carburant. De 2012 jusqu'à quasiment 2018-2019, c'était la principale croissance en matière de véhicules transition énergétique, qui représente aujourd'hui dans la flotte à peu près 500 camions. Donc c'est pas anodin. Et on travaille en collaboration avec tous les grands fournisseurs de gaz. Depuis 2018, nous avons bien entendu continué le déploiement. Alors 2018, j'irai jusqu'à 2022, principalement sur des projets qui devraient voir le jour, ou qui ont pour certains déjà vu le jour, principalement moteur à batterie ou prochainement à pile à combustible. Et dans le même temps, est venu émerger des solutions, notamment pour la longue distance, comme le disait notre animateur, le HVO, le B100, tout simplement parce que en matière de technologie, c'est à peu près les mêmes camions, donc c'est assez facile à exploiter. En termes de coût, on n'est pas très loin du comparatif du TCO des véhicules diesel. Et puis, dans le même temps, vous l'avez vécu, je dirais tous directement ou indirectement, le prix du gaz a fortement flambé en 2022, qui a naturellement créé un très fort ralentissement de cette solution, tout simplement parce qu'elle n'était plus compatible économiquement. Dans le même temps, nous avançons plutôt de manière concrète sur la partie électrification des flottes. On a déjà à date une 50aine de véhicules, pour certains livrés, d'autres en cours de livraison électrique, principalement sur la proximité, donc ce qu'on appelle la courte distance, tout simplement parce qu'il faut gérer à la fois l'autonomie, il faut gérer aussi le remplissage des batteries, hein, donc la charge des batteries, et principalement quand le conducteur n'est pas dans le véhicule, parce que le temps de charge d'une batterie, ce n'est pas le temps de remplissage d'un plein de gaz ou d'hydrogène ou de carburant. Donc il faut que le véhicule soit hors présence du conducteur pendant ces temps de charge. Et on exploite essentiellement ces véhicules pour l'instant sur les zones urbaines, tout simplement parce que la distance kilométrique, on va dire, proposée par le marché des constructeurs aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de 180 à 250 km. Donc il faut être proche de la zone urbaine je dirais pouvoir ramener le camion assez rapidement pour pouvoir faire une recharge et repartir avec le véhicule. Et puis, depuis, on va dire, 2022 précisément, nous avons vraiment accéléré la stratégie sur cette solution électrique et hydrogène. Et nous avons répondu à plusieurs appels à projets, notamment 2 pour l'électrification des flottes. Un qui était le projet, donc l'appel à projet ADEME 2022, où nous avons obtenu une enveloppe d'un peu plus de 3 millions d'euros pour investir dans des véhicules électriques. Et un deuxième appel à projet que nous avons réussi en 2023, de l'ordre de 10 millions d'euros, qui va nous permettre encore une fois d'investir sur une flotte plus conséquente en matière d'électrification. L'ensemble des deux appels à projet, ça représente à peu près 250 camions électriques. Alors vous allez me dire, 13 millions d'euros, c'est quand même pas mal hein, pour accompagner la transition. Juste les investissements pour ces camions, c'est 90 millions d'euros. Voilà, le projet d'investissement de l'entreprise sur l'électrification des flottes, c'est 90 millions d'euros. Donc c'est-à-dire qu'il y a naturellement, commercialement, organisationnellement dans l'entreprise, de grands changements. Et puis, quand on parle de camions électriques, on parle de bornes. On a la chance d'avoir des spécialistes des réseaux routiers. Pour l'instant, on ne fait pas un remplissage de batteries poids lourds sur le réseau routier. On est dans les prémices. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, on priorise l'utilisation de ces véhicules sur la courte distance. Et donc pour en arriver à la longue distance et la très longue distance, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous l'avez dit, hein, on a besoin d'autonomie, on a besoin de puissance,
et on a besoin de solutions de remplissage qui soient rapides, tout simplement parce que quand on fait de la longue distance, à bord du véhicule, il y a un conducteur. Et le conducteur, toutes les heures qu'il fait à bord du véhicule, elles sont payées en dehors des heures où il dort. Mais en tous les cas, quand il fait son plein, quand il fait sa charge de batterie, il est rémunéré comme quand il roule. Donc on a besoin de solutions rapides également pour la recharge des batteries. Tout simplement, à aujourd'hui, sur cette activité longue distance, les premières solutions qu'on a exploitées, c'était avant tout le GNL, donc le gaz naturel liquéfié. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permettait d'en mettre plus dans les réservoirs et d'amener à une autonomie de environ 1200-1300 km. Un véhicule diesel, l'autonomie, c'est 3000 km. Donc c'est-à-dire que tous les 1300 km, et en gros, c'est à peine 2 jours, voire 3 jours d'activité, il faut retrouver une station, refaire un plein, avec un réseau qui n'est pas aussi dense que le réseau carburant traditionnel qu'on peut imaginer voir. Rapidement, et au travers de l'inflation très forte du gaz, qui a quasiment doublé, pour ne pas dire triplé, on a déployé les solutions donc au travers des carburants verts, donc le B100 notamment, et puis le HVO, qui permettait de retrouver des autonomies quasiment identiques au diesel, puisqu'on est quasiment dans les mêmes consommations, c'est les mêmes réservoirs, donc on est plutôt à 3000 km. Et effectivement, maintenant, on travaille de manière très précise sur l'arrivée de nouveaux tracteurs électriques. Et là, on travaille en collaboration. Alors déjà en interne, on a plusieurs sites, donc plusieurs possibilités de recharger en interne nos véhicules. Mais on a besoin maintenant de travailler en collaboration avec le réseau pour obtenir des solutions de recharge rapide pour que ces véhicules électriques puissent effectivement faire leur parcours. Merci. Maintenant, merci pour ce retour d'expérience. Je vais passer la parole à Bernard Jacob pour nous présenter un petit peu un panorama d'énergie par énergie. Voilà, donc je vais vous parler un tout petit peu donc, des technologies de ce qu'on appelle l'ERS, Electric Road System, donc c'est les routes électriques pour décarboner. Alors, parmi les solutions, je vais aller très vite, donc les solutions de décarbonation, Monsieur Bertin vient de vous parler des biocarburants, j'insiste pas. L'hydrogène va être présenté par notre collègue. Donc les limitations de l'hydrogène sont connues, les rendements sont relativement bas quand on tient compte de l'électrolyse et de la rendement de la pile à combustible ou du moteur à combustion. Et puis les concurrences de l'hydrogène, il y a des ressources limitées et il y a des concurrences dans l'industrie, dans l'aérien, voire dans le... Donc ça reste pour moi pour l'instant une solution de niche, mais on en entendra plus tout à l'heure. Alors après, il y a l'électricité avec les batteries. Comme ça a été dit, les batteries, ça pèse lourd, ça consomme des ressources rares. On ne peut pas mettre 10 tonnes de batterie sur un poids lourd, sinon on perd de la charge utile. Donc il y a des limitations sur le poids, le coût des batteries, la durée de vie des batteries, donc ça limite les utilisations. Et puis les bornes de recharge, on en parlera aussi, c'est bien, sauf qu'il faut s'arrêter, qu'il faut en avoir suffisamment et que sur un parking d'autoroute, si on veut charger 100 poids lourds ou 50 poids lourds, il faut presque 70 mégawatts et ça c'est un vrai sujet, nos collègues d'Enedis nous le diront. Donc il y a toutes ces solutions sont bonnes, mais elles sont partielles. Alors maintenant, pourquoi l'ERS ? Parce que ça c'est de la physique de 6e, l'électricité ça se transporte très facilement, c'est compliqué à stocker. Ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce que l'ERS ? L'ERS, c'est le Electric Road System, ça veut dire système de route électrique. Alors, le système n'est pas nouveau parce qu'il a été inventé dans le ferroviaire il y a 150 ans. Autrefois, on avait des locomotives avec de la vapeur, donc qui était de l'eau et du charbon, et on transportait tout ça dans la locomotive et le temps d'air. Quand on est passé à l'électrique, on n'a pas mis des batteries, on a mis des caténaires ou des rails pour les métros, et on a amené l'électricité. Cette idée-là, elle peut être aussi appliquée à la route et aux poids lourds. Et l'idée, c'est que là, on n'a plus besoin de se charger, on roule avec l'électricité en direct. On roule en se chargeant. Alors, sauf qu'on met quand même des batteries, parce qu'il n'est pas question d'être prisonnier du système comme sur les rails. Donc, le camion doit garder sa souplesse. Donc, l'idée, c'est de garder au moins 150 ou 200 km d'autonomie, ce qu'on a largement aujourd'hui, pour aller... Mais on peut traverser toute l'Europe si on a un système de RS, et ensuite, on fait les trajets complémentaires sur batterie. Alors, c'est ça qui a été proposé dans les rapports qu'on a fait pour le ministère. Donc, principe de l'ERS, ça, c'est le modèle qu'on a développé pour la France, mais il n'est pas acté. Il est
Donc, c'est de dire qu'il faudrait un réseau structurant autoroutier concédé, par exemple, équipé de RS, et qu'ensuite, on n'ait pas plus de 125 km à faire à peu près hors réseau, ce qui veut dire qu'en aller-retour, c'est 250 km. Avec 250 km, on peut aller n'importe où sans même avoir à se recharger à destination, et on se charge tout en roulant, ce qui est un avantage, évidemment, d'exploitation. Alors, si on voulait développer ça en France, ce qui n'est pas décidé du tout, mais on proposait que ce soit fait en 2 phases, il faudrait environ 10 000 km de route, donc d'autoroute essentiellement concédée, pas que, et ça pourrait se faire en 2 phases de 5 ans à peu près chacune, avec des travaux un peu lourds, mais c'est faisable. Ça représente des coûts évidemment, mais c'est un modèle économique possible avec les concessions. C'est en gros le tiers du coût de la construction de l'autoroute. Les autoroutes ont été amorties sur 30 ans avec des péages que tout le monde trouve cher mais que tout le monde paye, et si demain on continue à payer le même tarif, on aura largement plus que ce qu'il faut pour non seulement mettre le RS, mais même payer l'électricité. Alors, après, on parlait de la décarbonation. Donc, les différentes solutions de décarbonation ont des potentiels. Par rapport au diesel, on voit que les solutions biogaz, ça décarbone de l'ordre de 50%. Les solutions de grosses batteries, si on tient compte que les batteries, ça coûte de l'énergie à produire et à recycler, on est à peu près à 60% aussi. Et si on combine batterie et ERS, on peut arriver jusqu'à 85%. Donc, le potentiel de décarbonation est supérieur. Après, je n'ai pas mis le diagramme sur les TCO, mais pour M. Bertin, je vais quand même vous dire, le TCO, si on le rapporte à diesel 100 aujourd'hui, les solutions de RS, on est à peu près à la même chose, c'est entre 95 et 105. Si on passe en grosse batterie, c'est 140, donc 40% d'augmentation. Si on passe en hydrogène, c'est 300 à 400. Donc là, aujourd'hui, c'est quasiment pas faisable. Alors, les technologies de RS, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les systèmes à caténaire, c'est le plus connu, mais c'est surtout les Allemands qui poussent ça. En France, on est un peu réservé pour différentes raisons. Il y a la conduction par le sol avec des rails dans la chaussée, dont M. Monroval nous dira aussi quelles sont les inquiétudes que ça pose, mais ça marche. Alors, il y a 2 technologies, celle d'Alstom et celle de Elonroad en Suède, avec des rails conductifs, donc c'est des segments de rails alimentés, il n'y a pas de risque d'électrocution. Et puis, les systèmes inductifs, donc avec des boucles noyées dans la chaussée, des boucles réceptives dans le véhicule, et il y a un transfert d'énergie sans contact par induction. C'est une solution élégante, futuriste, qui est pour l'instant un peu limitée en puissance. Les Américains y travaillent beaucoup, les Italiens également, et ça va être expérimenté aussi en France. Donc il y a 2 projets en France, 2 projets, excusez-moi. Donc un qui est porté par Vinci Autoroute qui va tester la conduction au sol Elonroad suédoise et l'induction, et plutôt dans l'ouest de la France, et un autre projet porté par ATMB qui va être expérimenté en Rhône-Alpes avec la solution Alstom et des expérimentations à Transpolis. Voilà, donc c'est les projets que j'ai notés là, CAID pour Vinci et Elonroad Electreon, et puis Hiro de Mont-Blanc pour ATMB Alstom. Voilà, donc je vous donne, c'est très rapide, mais si vous avez des questions, on y reviendra après. Merci. Vous avez aussi des projets côté AP2R sur ces sujets? Oui, tout à fait. Merci Bernard pour ta présentation. Juste en quelques mots, donc pour vous présenter un petit peu notre société. Donc APRR Area, on est concessionnaire de l'État. On gère aujourd'hui avec différentes concessions environ 2500 km d'autoroute depuis Paris jusqu'à Mulhouse, en passant par le Massif central et les Alpes. En introduction, ce que je voudrais que vous partagez, c'est que en tant que concessionnaire de l'État, on est, nous, là pour déployer ce que l'État nous demande de déployer. Donc ça, c'est le premier point qui est important, et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a beaucoup de solutions, des historiques, des nouvelles, des coûts d'énergie qui évoluent, et on se rend bien compte qu'on n'est pas encore très clairement sur une voie absolument claire. Et celui ou ceux qui parlent de la solution miracle, évidemment, on pense pouvoir se dire collectivement qu'ils se trompent. Quoi qu'il en soit, sur cette base-là, comme tu le disais Thomas, c'est vrai qu'on pousse, nous et nos confrères, tu as évoqué Vinci Autoroute avec l'expérimentation ERS, on pousse tous différentes expérimentations pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas, donc, comme je le disais, nous, prescripteurs de la solution magique. On est là pour se préparer et pour préparer les infrastructures à ce qui va se présenter. À ce titre-là, aujourd'hui, on a plusieurs expérimentations au feu, je dirais. On parlait donc des tracteurs électriques à batterie. En milieu d'année 2024, on va déployer un premier axe, donc Paris-Lyon, avec 6 stations. IRVE PL, bien pour les poids lourds, avec des puissances de l'ordre de 400 kW. Alors,
pas plus aujourd'hui parce que la norme MCS, donc le super câble très lourd qui va permettre de charger très très vite, n'est pas encore arrivé sur le marché. Mais ça, c'est pour bientôt. Quoi qu'il en soit, avant que ça n'arrive, il faut que nous, on comprenne, que les opérateurs, que les transporteurs, tout le monde se fasse une première expérience de terrain. Ça, c'est l'objectif de ce test donc sur A6 qui va se lancer là de manière effective, puisque les travaux sont en cours, à la mi-2024. Premier test qu'on est en train de mener. Deuxième test, et là on est plusieurs autour de la table à pouvoir en parler, c'est un test qui va se faire entre Paris et Turin, entre Lyon et Turin, pardon. L'objectif ici, le projet s'appelle Autoroute Hydrogène Alpine. L'objectif, dans le même esprit, c'est de tester sur un axe avec un certain nombre de partenaires cette énergie. Et pas juste avec une station, pas juste avec des chargeurs ou des transporteurs, mais avec l'ensemble de l'écosystème, y compris Impulsion et vous, Denis, et votre entreprise, de voir dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, parce qu'on parlait de TCO, mais pour qu'il y ait un TCO acceptable. Donc il y a une station qui va être réalisée H2 à côté de Modane, mais on est plusieurs acteurs à travailler là-dedans. Donc il y a plusieurs coûts. Il y a le coût effectivement des tracteurs. Bon, il est vendu au prix où il est vendu, aujourd'hui par nature très haut. Le travail qui a été fait dans le consortium qu'on a monté notamment avec la SFTRF, Impulsion et vous, Denis, c'est d'aller rechercher toutes les subventions et de les flécher vers l'achat du matériel parce on sait qu'il y a un poids important. Deuxième aspect, c'est l'entretien maintenance. Bon, ça, on ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Autre aspect, c'est aussi la question de l'amortissement. Et là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour essayer d'ouvrir une bulle et avoir un amortissement qui peut être fait plutôt sur 8 ans que 5 ans. Ça, c'est un autre point fort. Et puis le dernier, évidemment, c'est aussi une des raisons de notre présence, c'est de voir dans quelle mesure, et peut-être même absolument artificiellement en baissant très fortement les tarifs de péage. Mais l'idée, c'est de voir, avec cette baisse artificielle des péages, de pouvoir amortir, tamponner le coût actuel d'achat des véhicules et se dire si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, au moment où le coût de ces véhicules, de ces tracteurs aura baissé, est-ce que tout ça fonctionne ? Quels sont les biais, les difficultés? Donc ça, c'est une autre expérimentation. Et puis, tu évoquais aussi, Bernard, le projet d'ATMB. On est aussi sur un corridor alpin décarboné, donc un partenariat avec nos confrères d'ATMB et d'SFTRF, là pour partager très largement toutes les solutions nécessaires. C'est vrai que la fermeture du tunnel de Mont-Blanc amène quand même beaucoup de questions sur la pollution en vallée alpine. Donc on travaille tous ensemble sur ce sujet. Donc, hydrogène, électricité à batterie. Ce que je voulais dire aussi, puisque vous l'avez noté, ce n'est pas dans le scope des expérimentations qu'on peine, mais l'ERS est un vrai sujet. Aujourd'hui, il est en analyse. On ne peut pas tous tester tous les sujets, mais voilà, certains de nos confrères le font. Nous, on regarde d'autres aspects. À un moment ou un autre, de toute façon, l'État nous dira, demain, ce sera telle et telle solution, et nous, on sera là en charge de le déployer. Et comme vous le disiez, j'en terminerai là-dessus, la question de l'électromobilité, c'est un sujet qu'on pousse depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, 100% de nos aires de service sont équipées en haute et très haute puissance pour les VL, et on est en train d'embrayer très fort en ce moment sur le PL électrique. Merci. Monsieur Bertin, que pensez-vous de la route électrifiée ? Alors, écoutez, moi je dirais c'est l'idéal. C'est l'idéal à partir du moment où effectivement on a la possibilité de recharger les batteries pendant que le véhicule se déplace. Je pense qu'il y a des axes où effectivement ça a du sens, de très longs axes. Quand on prend l'axe, on va dire Marseille-Dunkerque ou Marseille-Lille, on a, je pense, suffisamment de quoi faire pour bien exploiter ce type de véhicule. Et effectivement, très bonne réflexion, c'est de garder de l'autonomie pour, en fait, on va dire le dernier kilomètre, mais les derniers, souvent 50 ou 80 kilomètres, entre la sortie d'autoroute et le lieu de livraison de la marchandise. Donc, ça a du sens. Après, effectivement, c'est des gros investissements. Il faut que l'État, comme vous l'avez bien dit, valide ces investissements parce que malgré tout, au final, ça sera refacturé dans les prestations fournies dans le cadre de la mise à disposition des réseaux concédés. Mais c'est une bonne solution. Quid du délai, des infrastructures, de la souplesse
de ces infrastructures. Et la difficulté, on ne va pas électrifier 3 routes, on va en électrifier une. Et on connaît bien nos parcours autoroutiers, hein, et vraiment très bien dans certains secteurs où on peut avoir des montées, des ralentissements, ce qui veut dire que la voie de droite, elle risque d'être peut-être mise en difficulté, non pas par les véhicules électriques qui seront peut-être plus puissants, mais mise en difficulté par des véhicules historiques qui, eux, sont chargés lourds et pas forcément avec les mêmes puissances. Voilà, on a des exemples très concrets en Rhône-Alpes. Hein, quand on remonte du sud de la France, on le voit bien, ça fait la queue pendant des kilomètres avec une interdiction de circuler. Enfin voilà, il y a quelques éléments. Mais si on réfléchit sur le plan industriel, optimisation maximale d'utilisation du véhicule, là c'est le top. On fait des batteries moins lourdes, on se sert pendant que le véhicule se déplace. S'il se déplace sur la voie de gauche, ben, il n'est plus électrifié, mais en tous les cas, il a de la batterie, donc il peut continuer. Enfin, on est un peu dans le principe de l'hybride dans la voiture ou dans le poids lourd. Hein. C'est un peu la réflexion. Donc, ça a du sens. Maintenant, c'est le délai. C'est le délai par rapport aux contraintes de transition énergétique qu'a le transport routier dans toute sa dimension. Oui, mais vous, lors de la préparation de la table ronde, vous disiez que les véhicules, ils sont changés tous les 6 ans. Oui, donc alors. Ça serait sur la seconde génération, peut-être. Tout à fait, mais imaginons ces véhicules hydrogène. Donc, pour l'anecdote, un véhicule hydrogène, c'est 3 fois le prix d'un véhicule traditionnel. Un véhicule traditionnel, c'est 120 000 euros. Hein, donc, poids lourd 44 tonnes. Hein, et je parle que du tracteur devant. Hein, donc, c'est x3. Donc, vous imaginez déjà la dimension. Donc, on a besoin des aides, et c'est bien entendu là-dessus qu'on travaille. Mais une fois qu'on a acheté ce camion, comme vous le disiez, on va essayer de l'amortir le plus longtemps possible. C'est-à-dire que dans 7-8 ans, on aura encore ce camion, entre guillemets, sur les bras. Bon, aujourd'hui, les camions, c'est plutôt la moyenne 3 ans, le maximum 6-7 ans. Bon, les camions vont vieillir quand même, parce que même si on dit la génératrice électrique, les réservoirs, tout ça, ça ne bouge pas, il y a toujours un train de roulement, il y a toujours de l'électronique à bord du véhicule. Enfin, il y a des pièces qui vont s'user et vivre dans le temps, toute la chaîne cinématique. Donc, il faut être prudent sur ces sujets de longévité, notamment. Une réaction côté impulsion, peut-être en même temps présenter impulsion. Sur la longévité non. Pour présenter un petit peu Impulsion, donc Impulsion, c'est une espèce de droit privé avec 5 actionnaires principaux, hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes, Engie, Michelin et de banques. L'idée étant de dire que dès 2017, hein, que l'hydrogène est l'une des solutions, c'est ce qu'on a évoqué, je pense que personne ne pense maintenant qu'il y aura une solution miraculeuse, mais l'hydrogène est l'une des solutions pour assurer la mobilité légère et lourde. Donc nous, on va vraiment fixer, c'est évoqué Denis tout à l'heure, la mobilité intensive. Donc on va commencer, nous, les taxis, les VUL, et attaquer donc les bus, les cars et les camions. Donc l'objectif, nous, c'est de créer déjà l'infrastructure. Par rapport, on est passé comme du PPT, ça y est, maintenant, à la réalisation. Hein. C'est-à-dire qu'on a à peu près, sur une carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on envisage une vingtaine de stations ouvertes d'ici fin l'année prochaine. On a déjà 6 ouvertes, hein, qui permettent de faire l'axe Clermont, on va dire, Moutier. Et on ouvre fin d'année 6 autres stations qui permettent de faire donc l'axe nord au sud au bord des autoroutes. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est, on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a une phase relativement importante d'amorçage. Donc on est passé comme d'une phase de prospection à une phase de réalité, de réalisation. Il faut faire arriver les véhicules. Denis l'a évoqué, alors c'est pas un facteur 3, c'est bien un facteur 5, hein, entre un véhicule diesel et un véhicule hydrogène, qui est plus inhérent. Donc, tant que tout le monde industriel n'est pas justement en phase industrielle pour la réalisation des véhicules, et y compris pour nous la phase donc, de production d'hydrogène, on a un surcoût entre 150 et 170% entre un véhicule diesel et un véhicule hydrogène. Bon, on ne parle pas sur le même périmètre en termes d'émissions, mais c'est facturé là. D'où la démarche qu'on a menée. Donc on a fait un bon copier-coller, un petit peu, on s'est un peu inspiré de la démarche suisse, hein, où là-bas, ils n'ont pas forcément de l'hydrogène, mais ils ont des taxes à l'essieu, qui fait que au plus le véhicule polluant roule, au plus il y a des taxes. Hein, ces taxes seront entre 0 et 100 000 euros par an et par véhicule. Donc la démarche qu'on a menée dans la vallée de la Maurienne, avec les collectivités AP2R et SFTRF, c'est de travailler sur un axe que Lyon-Turin, et avec des partenaires un petit peu pérennes, hein, d'avoir une modulation de péage, hein, pour que les véhicules zéro émission payent moins de péage. Alors, ce ne sera pas pour les 3000 premiers camions, hein, mais on vise une cinquantaine de camions à l'échéance 2-3 ans, on va dire. Hein. Le but est vraiment d'initier un système, de passer
d'un prototype à montrer que le modèle fonctionne et d'ouvrir à chaque partenaire, à arriver à la phase industrielle. Bon, les partenaires type Impulsion pour que nous on puisse baisser nos coûts d'hydrogène, mais que les Iveco ou autres, les Hyundai viennent sur le territoire, mettent des centres de maintenance, se projettent sur un territoire, hein, c'est-à-dire que les premières démarches, hein, c'est ce qu'on a vécu avec les Stellantis et les Renault, ceux qui viennent chez nous, donc ça y est, ils arrivent en 2024. Hein. Maintenant, il faut venir, c'est Iveco et ces Stellantis, c'est les Hyundai et autres sur le territoire français, ouvrent les centres de maintenance et rentrent en phase de production plus importante pour abaisser ce 1 à 5. Ça sera crescendo, hein, mais si on prend le modèle Stellantis, il a baissé de 30%. C'est-à-dire on a les mêmes facteurs. Il faut être assis lorsqu'on parle d'hydrogène. Hein, on passait d'un jumpy qui était à 20 000 euros, passé à 120 000 euros. Il est passé en 2 ans de 120 000 euros à 70 000 euros. Donc, en 3 ans, il y a une forte accélération. Il faut donc maintenant un élan. Et c'est le but, hein, de ce couloir donc Lyon-Turin avec des partenaires, des transporteurs, des chargeurs et des concessionnaires d'autoroute pour abaisser ce coût de transfert et arriver à entre 115 et 120% entre un diesel et un hydrogène. Une réaction d'un autre intervenant ou Oui, je voulais profiter de l'échange qu'on a eu sur le RS. Hein. On a parlé de longévité, on a parlé de puissance, d'axes à équiper. Il y a des choses effectivement qu'il faut avoir en tête. Tu l'évoquais, Bernard, rapidement. Il y a plusieurs questions sur les autoroutes, hein, par rapport à cette technologie qui sont très intéressantes, ça c'est évident, mais qui posent aussi beaucoup de questions. Imaginez donc la voie lente d'une autoroute, hein, qui est parcourue à l'année par des poids lourds. On sait très bien qu'il y a une usure beaucoup plus importante et c'est normal de la chaussée. Si au milieu de cette chaussée, et quand demain, et c'est pour ça les premiers tests sont hyper intéressants, d'avoir des retours, le rail enfoui dans la chaussée, okay, comment se comporte la chaussée ? Il y a toujours un petit peu d'ornirage qui se crée, même si on les renouvelle extrêmement vite. Hein, sur les 2500 km, pour votre info, on a renouvelé cette année 600 km de voie lente. C'est considérable, donc elles sont dans un état très satisfaisant. Il n'empêche, comment ça va fonctionner ? Demain, s'il y a du gel, comment va fonctionner ? Comment l'adhérence du pneu au moment du passage sur le rail ? C'est peut-être anecdotique, mais tout ça, c'est des questions que nous, on se pose. L'autre solution sur le rail, sur la caténaire, c'est aussi un enjeu de sécurité. Avoir une caténaire, on sait que la caténaire, c'est un objet qui est fragile. Confère les difficultés que nos collègues de la SNCF peuvent avoir. Et si on a un accident avec un PL qui verse et qui vient embarquer un poteau, comment ça fonctionne ? La caténaire se balade sur la chaussée, casse. Bon, il y a beaucoup de questions. Les expérimentations sont extrêmement intéressantes et on suit ça de très près. Justement, les expérimentations prennent tous ces sujets en compte, hein, sécurité. Je voulais peut-être dire un petit mot sur la question qu'a posée M. Bertin du déploiement de l'ERS et les calendriers. Alors, dans les slides que j'ai présentés, le scénario qu'on avait proposé au ministère il y a 2 ans, mais qui ne sera sans doute pas mis en œuvre, c'était le déploiement plutôt rapide, en disant qu'il faut aller assez vite à 10 000 km d'autoroute à l'échelle de la France, ça en fait à peu près 50 000 à l'échelle de l'Europe, pour que tout le monde puisse utiliser le système et qu'on n'ait pas besoin de produire des quantités de batteries. Pour votre information, un système ERS tel qu'il est décrit là permettrait d'économiser 20 millions de tonnes de batteries à l'échelle de la France, hein, seulement. Bon, alors, c'est clair que les décisions sont lentes à prendre, il y a les problèmes techniques qui se posent encore. Bon, donc, il y a d'autres scénarios de déploiement possibles. Donc, au niveau européen, on a discuté avec nos homologues européens, on peut imaginer aussi un déploiement plus incrémental. Les bornes de recharge, c'est incrémental, on en met 10, on en met 20, on en met 30 au fur et à mesure que le parc s'électrifie. Donc, pour l'ERS, comment ça pourrait fonctionner ? Il y a des corridors, ça a été évoqué tout à l'heure. Certains corridors, par exemple, on réfléchit sur Paris-Orléans, qui est relativement court, ou Lyon-Marseille, qui est dans votre territoire, et où tout le corridor ne serait pas forcément électrifié en continu, mais il y aurait des étapes, des sections de 5, 10, 15 km qui seraient équipées, où les véhicules pourraient se charger. Le reste du temps, ils peuvent utiliser leur batterie, comme disait M. Bertin, que ce soit pour aller sur d'autres voies ou même sur la même voie, ce qui veut dire que l'investissement pourrait être moins lourd à un instant T. Et si on a 10, 20, 30% des véhicules équipés pour le RS, on n'a pas besoin
que ce soit chargé en permanence. Et donc, là où il y aurait des zones équipées, les véhicules se mettraient à droite pour se charger, et là où ce ne serait pas équipé, ils tireraient moins. Donc, ça serait une possibilité de développement plus incrémental. Donc, il y a différents scénarios, et les Allemands, les Suédois, les Italiens réfléchissent aussi à tout ça à l'échelle européenne. Il y a le problème de la compatibilité des systèmes au niveau européen, parce qu'il ne s'agit pas qu'à chaque frontière, il faille changer de système. Donc, il faut avoir une certaine compatibilité. Les constructeurs de poids lourds nous disent on peut mettre n'importe quel système, mais il ne faut pas plus en mettre 3 sur le même poids lourd. À la rigueur, 2, c'est possible d'avoir 2 systèmes de captation. Pour votre information, un système de captation, que ce soit un pantographe, un patin pour les rails ou un système de boucle, c'est entre 15 et 30 000 euros pour un poids lourd. Donc, c'est pas négligeable, mais ça double pas le prix du poids lourd par rapport au poids lourd à hydrogène, ou même de passer du poids lourd diesel à l'électrique, c'est pas inabordable. Et puis, c'est des systèmes qui durent assez longtemps. Donc, voilà, il y a différentes solutions comme ça qui sont potentiellement jouables. Mais effectivement, il y a des décisions politiques à prendre, parce que c'est pas tellement une question de coût dans les pays qui ont des concessions, parce qu'on sait qu'avec le système des concessions, c'est possible, mais c'est une question de décision politique. On sait que les concessions vont arriver à échéance en France dans les 10 prochaines années, mais il y a un débat politique qui est ouvert, d'ailleurs vous pourrez donner votre avis, à savoir est-ce qu'on renouvelle ou pas les concessions, première question. Si on les renouvelle, est-ce que c'est à peu près au même niveau de péage, ou est-ce qu'on baisse drastiquement les niveaux de péage parce qu'il n'y a plus l'amortissement? Et si on fait de nouveaux investissements, ça peut justifier. Et là, il y a un vrai débat public, y compris si on maintient les péages, à quoi on utilise l'argent. Il y en a qui disent qu'il faut mettre ça sur le rail, il y en a qui qu'il faut mettre ça sur la santé publique, d'autres qu'il faut mettre ça... Enfin, c'est ouvert. Donc, rien n'est complètement décidé. Et là, on voit qu'on entre sur des enjeux sociétaux et publics qui ne sont plus du tout techniques. Merci. Je crois que vous vouliez réagir. Oui, non, simplement pour dire, et ça complète un peu notre ouverture de débat, il y aura plusieurs solutions, parce que toutes ces solutions sont longues à mettre en œuvre. Il y en a qui sont prêtes, d'autres en cours d'être prêtes, et très certainement plus facilement exploitables sur le plan de la mise en place, compte tenu des chantiers sur le RS. Mais si je réagis en tant qu'exploitant transport, le RS, c'est presque le rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Le conducteur, il roule, ça charge, c'est-à-dire que ça charge pendant que je le paye à rouler. Demain, on imagine effectivement, parce que les constructeurs sont en train de pousser le déploiement des véhicules poids lourds électriques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix dans le cadre des contraintes européennes. Et ce qui veut dire que, effectivement, il va y avoir sur les autoroutes des implémentations de bornes dans des stations, mais il va falloir réguler l'utilisation de ces bornes avec les conducteurs et les camions. Les camions, quand ils s'arrêtent sur les aires d'autoroute, très souvent, c'est pour faire le plein, mais également faire leur coupure obligatoire, qui est d'un minimum de 45 minutes. Ce qui veut dire que si le conducteur se met sur une borne, il faudrait idéalement qu'on puisse la bloquer 45 minutes, mais il faut que les 45 minutes tombent à la bonne période par rapport à son parcours et ce qu'il a déjà exploité en termes de temps de travail. Enfin, tout ça, c'est relativement complexe. Tant qu'il y aura peu de véhicules, c'est comme les voitures. Sur l'axe sud, l'hiver, il n'y a pas de problème. L'été, tout le monde fait la queue pour faire des remplissages de batterie. Voilà, on envoie des voitures en attente et alignées. Donc, voilà, et juste un mot pour compléter ce que vous dites, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que les bornes de recharge rapide pour les poids lourds, on a 45 minutes pour charger un poids lourd, ça veut dire qu'il faut 1 MW de puissance par poids lourd. Donc si on a une cinquantaine de bornes poids lourds sur une aire, il faut l'équivalent de 50 MW, c'est à peu près la puissance installée sur un aéroport comme Charles de Gaulle. Donc ça pose un problème qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'on n'en est pas là, mais à terme, c'est quasiment infaisable avec les réseaux électriques tels qu'ils existent. Donc il y a un vrai problème. Il faudrait un petit réacteur nucléaire par station. Oui, voilà. J'entends le point, Bernard. Après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est comme on l'a dit, quand on insiste sur le fait que demain, il n'y aura pas une solution miracle, il ne faut pas non plus projeter des puissances sur une solution miracle. En l'occurrence, on voit bien la façon dont l'Europe organise les choses. Vous connaissez le règlement AFIR qui est là, qui nous donne des projections. En ce moment, il y a un schéma directeur des recharges, des installations de recharge pour véhicules électriques, tant VL que PL, qui est en cours de stabilisation. On a des projections, heureusement, qui ne nous amènent pas à mettre 40 ou 50 mégawatts. Il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que la problématique d'appel de puissance,
elle est finalement pas si intuitive que ça. Elle est même contre-intuitive quand on l'analyse dans les faits. La puissance demandée dans le cadre de la FIR nous amène à se rendre compte que la puissance, pour les PL, est quasiment masquée par la puissance attendue et demandée pour les VL. Pour 2 raisons. C'est que, comme vous l'avez dit, la plus grande période disponible pour recharger les poids lourds, c'est la nuit. Et finalement, oui, il y aura du 1 MW pour les séquences de 45 minutes, mais une grande partie du rechargement se fera aussi de nuit avec des charges lentes qui sont équivalents. Alors, charge lente pour un PL, on parle de 100 kg, hein, c'est pas 11 kg comme à la maison, mais on aura des puissances qui finalement seront importantes. C'est très vrai. C'est bien pour ça qu'il y a un déploiement très fort de la production des énergies renouvelables, notamment sur nos autoroutes avec les ombrières et les fermes photovoltaïques. Mais tout ça va être un mix. Et donc, voilà, il faut avoir raison gardée sur les volumes, les appels de puissance attendus, le nombre de bornes. Comme tu le disais, c'est pareil sur l'ERS. Équiper 10 000 km d'autoroute en 10 ans, on parle de 40 milliards d'euros. Il faut faire ça de manière séquencée. Tout ça va s'équilibrer et je pense que d'ici 5 ans, on aura une lecture beaucoup plus claire avec les expérimentations, les fournisseurs, les constructeurs qui vont commencer vraiment à amener un matériel très large, une large gamme. On saura vraiment beaucoup plus où on va. Et juste pour compléter très rapidement, on est quand même sur un monde du transport à 2 vitesses, hein, c'est-à-dire les entreprises qui ont la capacité d'investir, et on parle de gros investissements, on parle de camions à 450 000 euros, hein, c'est de ça dont on parle. Bon, il faut aller voir le banquier, avoir la ligne de crédit. Donc c'est-à-dire qu'on a une France opérationnelle transport un peu à 2 vitesses. Les TPE, PME auront-elles ces lignes de crédit? Je ne suis pas sûr. Donc, ce qui veut dire qu'elles vont continuer à exploiter des véhicules traditionnels, peut-être en mettant du HVO, du B100. Et effectivement, on aura une quote-part de transporteurs et d'opérateurs qui auront cette volonté d'investir et de générer cette transition énergétique. Mais clairement, le rappel à l'ordre, c'est la compétitivité économique, l'environnement économique dans lequel on vit aujourd'hui et le coût de revient du kilomètre transporté. Merci pour cette conclusion. Je me permets de conclure rapidement. Est-ce qu'il y a une remarque ou un témoignage, une réaction de la part du public? Non, pas. Oui, bonjour. Denis, je voudrais pas te décevoir. Ta solution rêvée de l'URS. J'ai posé la question l'année dernière au Drive to Zero à monsieur de Eiffel. Et à l'époque, vous me disiez, ou un de vos collègues, que sûrement pas les systèmes ne seraient compatibles d'un pays à l'autre. Un peu comme les chemins de fer à l'époque entre l'Espagne et la France. Pour moi, la mise en place de l'ERS, si on ne peut pas traverser l'Europe avec l'ERS, ça n'a pas de sens, puisque justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, est-ce que ça a changé? Parce que là, j'ai l'impression que ça a changé dans votre discours. Et pour terminer, vous parliez de la FIR. Là, il y a un appel à projet européen qui vient d'être lancé pour des bornes de recharge et pour l'hydrogène, mais on ne parle toujours pas de RS. Et je ne sais pas si le RS passe sous les radars de la Commission européenne. Voilà. Alors, sur l'histoire de la compatibilité, certes, la vision idéale, ce serait un système unique dans toute l'Europe à terme. Sauf que les technologies évoluent très vite, notamment l'induction évolue, elle était quasiment pas faisable il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle fait le job pour les voitures, difficilement pour les gros poids lourds. Et d'ici 10 ans, ça a encore évolué. Donc, aujourd'hui, si on faisait un investissement massif sur une techno, on risquerait de ne pas être adapté. Ça dure 50 ans, un système de RS. Donc, il faut un peu de souplesse au démarrage. D'où l'idée qu'il peut y avoir des corridors monotechnologie ou des camions bi-solutions. Le ferroviaire au début du XXe siècle, il y avait 20 types de courants. C'était vraiment l'horreur. Là, on ne parle pas de 20 solutions. C'est 2 ou 3 maximum. Donc, effectivement, il faut réfléchir à ça. Ça fait partie. Ce n'est pas totalement bloquant, mais il faut y réfléchir. Sur
Le fait que ça passe sous les radars, non, ça passe pas sous les radars, mais effectivement, au niveau de la Commission européenne n'a pour l'instant pas totalement intégré l'ERS, un peu pour les raisons qu'on a dit avant. Il y a encore des questions techniques qui se posent. Il n'y a pas de consensus européen sur est-ce qu'on veut l'ERS vraiment ou est-ce qu'on se contente d'autres solutions? C'est encore en débat. Il y a des lobbies, alors je ne vais pas être trop disert ici parce qu'on est dans une région où on produit des camions. Les constructeurs de poids lourds ou de voitures ne sont pas tous des pro-ERS parce qu'il y a une perte de valeur. On a compris qu'on gagnait sur le véhicule, mais 3 fois moins de batterie, ça veut dire moins de chiffre d'affaires pour les constructeurs. Et ces mêmes constructeurs qui investissent sur les bornes de recharge. Donc il y a des aspects de lobby économique et la Commission européenne considère que pour l'instant, il y a encore des débats techniques et des débats politiques entre les États. Et donc, vous connaissez la Commission européenne, elle prend position quand c'est un terrain relativement stabilisé. Mais de toute façon, ça a été dit, l'ERS n'est pas la solution universelle, ça on est bien d'accord, même moi qui la défends, je ne dis pas que c'est la seule. Donc, le fait d'avoir des bornes de recharge ou de l'hydrogène pour faire un certain nombre d'étapes préliminaires, et l'ERS viendra compléter, et peu à peu peut devenir une solution majoritaire, mais à plus ou moins long terme. Donc je pense qu'il y a une compatibilité. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas une décision aujourd'hui européenne majeure et la Commission est un peu suiviste aujourd'hui. Mais elle peut changer de position assez rapidement si les différentes expérimentations, il y en a en Allemagne, il y en a en Suède, il y en a en France, il y en a en Italie, si ces expérimentations convergent et donnent des résultats cohérents et qu'il y a un certain consensus, ça peut aller ensuite assez vite. Ce qui peut être intéressant, mais on est tout à fait d'accord. En tout cas, pour moi, c'est un peu un vieux pieu. Hein. Et j'imagine bien les durées relatives pour obtenir ce genre de solution à terme. Mais peut-être qu'on aura des véhicules électriques rétrofités pour le RS, ce qui me paraît assez simple à faire. Voilà. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est côté véhicule, que ce soit ERS ou batterie, c'est exactement le même véhicule. On parle exactement du même véhicule. Donc, il y a un gap entre le véhicule thermique et le véhicule électrique. Une fois que votre véhicule est électrique, que vous mettiez beaucoup de batterie ou un peu moins de 3 fois moins de batterie et puis un système de captation, comme j'ai dit, le système de captation, qu'on mette un pantographe, un patin ou des boucles, c'est un rétrofit relativement simple et ça ne coûte pas des fortunes. Donc, ce qui est important, c'est de passer du véhicule thermique au véhicule électrique. Après, il n'y a pas de révolution. Après, c'est de l'adaptation, c'est de l'équipement, on va dire. Et de même pour les véhicules hydrogène, puisque ça reste des véhicules à batterie, avec moins de batterie, puisque l'hydrogène permet de produire de l'électricité, mais on est dans la même solution, exactement. Il y a aussi le moteur thermique hydrogène, absolument. Il y a aussi le moteur thermique hydrogène. Une autre question, ou on termine là? Bon, merci à tous. Pour terminer, cette table ronde était animée par CARA, pôle de compétitivité dédié aux mobilités en région Rhône-Alpes. Merci, bon appétit.